Vous savez, parcourir les chemins tels que je le fais n'est pas sans danger. Il arrive même souvent que ça se révèle bien plus périlleux qu'on ne le pense. Il n'est pas si rare de devoir aller se réfugier dans le fossé afin d'éviter un sombre cavalier. Heureusement pour les voyageurs, il existe des gardiens des chemins, les légendaires grands pas. La première fois où je les ai rencontrés, j'étais dans une posture, disons, peu rassurante. Je voyageais seul vers la côte, comme à mon habitude en ce début de printemps, afin d'aller recueillir les histoires des marins au long cours revenant de leur expédition et de leur commerce dans le nord. Je devais être à quelques heures de mon but, le port Ancre-Morport, quand j'entendis un bruit de pas. Il arrive assez souvent, vu mon rythme assez irrégulier de marche, que d'autres voyageurs plus pressés me dépassent, mais là les bruits de pas que je pouvais entendre dans mon dos semblaient se calquer sur mon rythme. C'était comme si la personne derrière moi ne cherchait ni à me dépasser, ni à être distancée. Je finis par prendre la décision de me retourner dès le prochain virage pour me confronter avec la personne qui me suivait, je n'en eus pas le temps. Devant moi, sortant des buissons, je pus voir deux hommes se dirigeant à vive allure dans ma direction. Concentré sur ces deux hommes, j'en avais oublié leur complice comme je venais de le comprendre, qui finit de se rapprocher de moi. Je me rendis compte trop tard que j'étais cerné, et je reçus un violent coup à la tête qui faillit m'assommer. Alors que j'étais à quatre pattes en train d'essayer de ne pas m'évanouir, le trio de brigands se mit tout autour de moi, ne me laissant aucune sortie possible. Ils étaient tous les trois vêtus de tenues simples, ressemblant à celles des travailleurs des champs que l'on peut croiser un peu partout, sauf que, étrangement, elles semblaient presque neuves. Ils devaient sans doute se déguiser afin de ne pas effrayer les voyageurs et de pouvoir se faire passer pour de simples gens du peuple au cas où on leur poserait des questions. Pour l'instant, la seule qui me venait, c'était de savoir si j'allais en réchapper. Car ce qui avait servi à me frapper si durement était une sorte de matraque en bois dont se servaient parfois les agents du guet dans les grandes villes afin de pouvoir se défendre sans être mortels. Les deux autres voyous qui s'étaient dirigés vers moi depuis les buissons avaient chacun un couteau sans doute fait de leurs propres mains. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien vouloir? De l'argent? Je n'en avais presque pas dans ma bourse, à peine de quoi payer ma première nuit d'auberge et pour le reste, que ce soit mes vêtements ou mes maigres provisions, rien de ce que je ne transportais ne valait plus que quelques pièces de cuivre. Celui qui devait être leur chef, celui-là même qui m'avait frappé si durement, m'ordonna de leur donner tout ce que je possédais si je ne voulais pas, je cite, qu'ils m'ouvrent en deux de la tête aux pieds. Dans un geste tremblant, je décrochai ma bourse et leur tendis. Tout à coup, une sorte de cri se fit entendre. Ça ressemblait à une sorte de glougloutement long qui alla se répercuter dans les airs. Il fut presque aussitôt suivi d'un autre glougloutement. Je ne sais pas qui avait l'air le plus déconcerté. Moi, à genoux, tendant ma bourse sous les trois bandits qui semblaient comme paralysés. Les deux malfrats qui me faisaient face regardèrent leur chef un long moment comme s'ils attendaient de voir sa réaction pour savoir eux-mêmes quoi faire. Comme pour les obliger à sortir de leur réflexion, une flèche vint se planter à quelques centimètres des pieds de leur chef. Puis ce fut une autre flèche, et encore une autre. Bientôt on aurait dit que les flèches étaient devenues des fleurs sauvages, poussant çà et là sur la route. Les trois hommes se mirent à courir, ils sautèrent dans le fossé peu profond juste à côté, et continuèrent leur course à travers les bois. Je me mis péniblement assis en essayant de recouvrer mes esprits, mais rien n'y fit. Sans doute plus atteint que je ne le crus par toutes ces émotions et par le coup que j'avais reçu, je sombrais dans l'inconscience. Je me réveille quelques heures plus tard à en juger par la nuit qui était tombée. J'étais allongé sur un lit de branchage à l'intérieur d'une tente. À côté de moi, un homme était en train de ranger un ensemble de plantes et un mortier dans une sacoche de cuir brun. Lorsqu'il s'aperçut que je m'étais relevé, il se pencha vers moi dans un geste pour me recoucher. « Restez couché, vous avez reçu un sacré coup. Vraiment, ces bandits auraient pu vous tuer. » Je ne sais pas si c'est son attention envers moi ou la douceur de son visage et de sa voix, mais je me sentais véritablement en sécurité et docilement je suivis son conseil. Il faut que vous vous reposiez encore un peu. Je vous ai donné quelques plantes pour éviter la douleur, mais vous ne serez remis que demain. Caporal, je vois que notre ronfleur est réveillé. Celui qui venait de parler était un homme mince au regard lui aussi bienveillant. Il était, comme mon soigneur, habillé avec une armure de cuir complète recouverte par une sorte de cape de couleur verte avec une capuche. Dans son dos, on pouvait voir dépasser un carquois rempli de flèches et à sa ceinture était accrochée une épée courte. Ces bandits deviennent vraiment téméraires. Attaquer des voyageurs en plein jour sur une route principale. On est loin de petits tire-laines. Je sais, commandant. Les gars sont assez inquiets de voir les bandes s'organiser comme ça. Ça leur rappelle les archives des premiers temps. On n'en est pas là quand même, caporal. Un trio de voleurs, ce n'est pas une bande. Je sais, mais vous savez comment ils sont. Toujours prêts au pire. Vous pourriez leur faire un petit discours motivant, histoire de les rassurer. On verra ça plus tard. Pour l'instant, comment va notre victime ? Le coup a été violent, mais il s'en sortira sans problème.
Me relevant légèrement sur mes coudes, je pris la parole. Commandant, je tenais à vous remercier de m'avoir sauvé. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans votre aide. De rien, c'est notre devoir après tout. Je me trompe en disant que vous êtes des grands pas, les gardiens des routes? C'est exact, et vous avez de la chance que nous étions en manœuvre dans les collines au-dessus du chemin. À votre place, je remercierais le grand dieu RNG de vous avoir donné un petit coup de pouce. Pourrais-je savoir ce que vous faisiez sur cette route? Je me rendais au port pour l'arrivée des marins au long cours. Je suis conteur itinérant. D'ailleurs, je ne me suis pas présenté. Je suis Pat d'Ours. Pat d'Ours, le fils de Pat Benatar le brisqueur? Je vois que vous connaissez mon père et sa réputation. C'est plus simple que ça. Je suis Crane, fils de Krao le Sage. Vous ne vous souvenez sans doute pas de moi. J'avais beau chercher dans mes souvenirs, impossible de reconnaître le commandant Crane. Je vois que vous ne me situez plus. Il est vrai que nous ne nous sommes pas vus depuis très longtemps. La dernière fois, nous étions tous les deux très petits. C'était l'année 69, l'été était très chaud et vous étiez venu avec votre père sur les bords du lac Vert. Sur le lac Vert? Attendez, vous êtes ce petit garçon avec lequel je nageais? Encore exact. Je vois que votre tête n'a pas été complètement retournée par le choc. Je n'aurais pas pu vous reconnaître à tel point vous avez grandi. Votre père chassait l'ours autour du lac, je crois. Il avait même ce collier qu'il avait fait avec certaines de leurs griffes. Pour ce qui est de mon père, malheureusement il est mort il y a de cela quelques années. Quant au collier, dans un geste, il tira sur la petite cordelette nouée autour de son cou et de dessous son armure sortit un collier orné de griffes d'ours. Je me souviens qu'il m'avait raconté que chacune des griffes représentait une vertu. Prenant une à une les griffes entre ses doigts, le commandant commença à énumérer ses vertus qui firent remonter au travers des brumes de mon cerveau les souvenirs de ma jeunesse. Je suis désolé d'apprendre la mort de votre père. C'était un homme bon, généreux et aussi large et poilu qu'un ours. Dans un sourire, tout en rangeant son collier, le commandant me demanda « Si vous vous sentez d'attaque, pouvez-vous partager notre repas autour du feu? Je pense que les hommes auraient bien besoin de quelques histoires pour leur changer les idées. » Avec grand plaisir, c'est le moins que je puisse faire. Me levant avec l'aide du caporal, je me dirigeai vers la sortie de la tente. Il me plaça juste devant le feu autour duquel quelques hommes étaient déjà installés et en train de remplir des écuelles de bois avec le contenu du chaudron qui fumait devant moi. Le caporal, après avoir rempli 2 écuelles et m'en avoir tendu une, se mit assis à côté de moi. Quelques instants plus tard, le commandant se rapprocha après avoir quitté 2 hommes, un peu à l'écart, qui jouaient aux cartes. Le caporal l'interpella alors qu'il se rapprochait. Encore des conseils sur le jeu? Eh oui, encore. Depuis que je suis devenu le champion de la ville de Dokkan, ils n'arrêtent pas de me demander d'étudier leur jeu. Et quelle carte va avec quelle couleur, et quel personnage choisir, et si je ne pioche pas ce personnage, est-ce que je relance ma pioche ou pas? De vrais enfants. Enfin, il s'adressa, après avoir pris la place vide à côté de moi, à l'ensemble de ces hommes. Messieurs, ce soir nous avons la chance, si je puis dire, d'avoir un véritable conteur de talent parmi nous. Cette remarque fut ponctuée par un sursaut de sourire et d'approbation de la part du cercle d'hommes tout entier. Je passai ensuite la totalité du repas et une bonne partie de la soirée à raconter des histoires de géants, de dragons et de héros en pagne de fourrure. Alors que j'arrivais à la fin de ma dernière histoire, une volée d'applaudissements vint transpercer la nuit et je fis, tant bien que mal, une sorte de hochement de corps prononcé pour remercier mon public. Le commandant me remercia d'avoir remonté le moral de ses hommes et de lui-même. Le caporal me gratifia même d'une accolade presque fraternelle. Avant que tous se dispersent pour aller se coucher, je demandai au commandant. Je suis content que mes histoires vous aient plu, mais je me pose pas mal de questions sur vous et ça serait vraiment inspirant pour moi si vous me racontiez un peu votre vie et votre combat. Le commandant prit alors la parole. À votre guise, monsieur le conteur, pour vous expliquer ce qu'est notre vie, je dirais simplement que le fondement de notre combat, c'est le sel. À ces mots, les hommes encore autour du feu levèrent leurs verres afin de les engloutir d'une traite. Le sel? L'histoire de notre unité commence il y a de cela de nombreuses années. À l'époque, les routes étaient encore moins sûres qu'aujourd'hui. La guerre contre les peaux vertes faisait de nombreuses victimes et la famine n'épargnait personne. À cette époque, des groupes de pillards parcouraient les chemins afin de s'emparer de toute la nourriture qu'ils pouvaient. Ils cherchaient surtout à s'emparer des convois de sel que l'empereur envoyait en paiement à Grun, le roi des nains, en échange de leur aide dans cette guerre, pour le revendre ensuite à leur compte. Au passage, ils n'hésitaient pas à tuer quiconque leur résistait. C'est de là que vient l'expression. C'est alors que l'empereur ordonna qu'on mette fin à cette barbarie et dépêcha une petite troupe de soldats pour exterminer les bandits. Malheureusement pour eux, les bandits, des hommes de la région pour la plupart, avaient une connaissance parfaite du terrain et les soldats furent simplement incapables de les arrêter. C'est terrible, ça devait être de vraies bêtes. Ne les condamnez pas trop vite. Quand la faim vous assaille et que les conditions de vie deviennent terribles, même le plus chaleureux des hommes peut devenir une bête féroce.
En tout cas, incapable d'arrêter les pillages, le commandant de cette mission eut une idée. Il invita le chef des pillards à venir le rencontrer et conclut un pacte avec lui. En échange de provisions pour leur famille, les pillards seraient chargés de protéger les convois sur la route, pas seulement contre les autres bandes de pillards, mais aussi contre les cavaliers wargs. Le chef des pillards accepta, et c'est ainsi que furent créés les grands pas, chargés de protéger les voyageurs et de garder les routes sûres. Ils affrontèrent beaucoup de peaux vertes, et leur tactique de chasseurs harcelant les ennemis de leur arc leur permirent de repousser les gobelins et leurs loups, loin des routes et des villages. Après la guerre, la situation s'arrangea lentement et les soldats qui revenaient de la bataille ayant pour certains tout perdu devinrent des bandits et sans le dévouement des rôdeurs, beaucoup de villages, qui avaient pourtant survécu à la guerre, auraient été pillés. C'est fantastique comme histoire, vraiment merci, je ne manquerai pas de la raconter partout où j'irai. Encore une dernière question. Pourquoi ce glougloutement avant de passer à l'action ? Ah ça, c'est tout simplement parce que le premier chef des grands pas était un fermier et que c'est le seul animal qu'il arrivait à imiter. Alors c'est devenu une sorte de code pour pouvoir se coordonner d'une position à l'autre. Il y a même certaines personnes qui nous appellent la famille Glouglou. C'est même pour ça que nous portons sur notre étendard un dindon qui déploie ses ailes. Dans un regard commun à tous, je levai mes yeux vers cet étendard vert sur lequel, dans la brise de la nuit, volait un majestueux dindon.